Il était 23h45 et j'étais couvert de poussière d'acajou, en train de poncer un assemblage que mon père jugeait irrécupérable. C'est alors que je l'ai vu. Un bout de papier froissé dans la poubelle que je vidais. Ce n'était pas un déchet. C'était un acte de cession signé, notarié et daté de 3 ans auparavant. Mes parents avaient secrètement légué l'intégralité de l'entreprise, Oak and Iron, à mon frère Adrien. Je suis resté là, tenant d'une main 15 années de travail acharné et de l'autre leur trahison. Je n'ai pas crié. J'ai simplement réalisé que je n'avais pas construit un héritage. J'avais travaillé gratuitement. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Puisque nous venons d'entrer dans l'année 2026, je vous souhaite à tous une année pleine de succès et de prospérité. Comment se souhaite-t-on la bonne année dans votre pays? Dites-le moi ci-dessous. Et si vous appréciez ce contenu, soutenez la chaîne pour que nous puissions continuer à vous proposer ces histoires. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas mis le feu à l'immeuble sur le champ, il faut comprendre l'histoire de ma famille. Mon frère Adrien avait un master en administration des affaires et des mains aussi douces que de l'argile humide. Il parlait un jargon technique. Il parlait de synergie, de croissance et de réorientation stratégique. Il portait des mocassins italiens dans un atelier qui empestait la sciure et les solvants. Moi, en revanche, j'avais des mains qui ressemblaient à une carte topographique de toutes les erreurs que j'avais commises et corrigées. J'avais des brûlures chimiques à force de décaper du vernis victorien et des callosités si épaisses qu'on aurait pu y allumer une allumette. Pendant 15 ans, c'est moi qui arrivais à 5 heures du matin pour faire chauffer les pots de colle. C'est moi qui pouvais distinguer le chêne rouge du chêne blanc rien qu'à l'odeur. Mon père, Samuel, était le fondateur, le visage de la brochure. Ma mère, Cynthia, s'occupait de la comptabilité et des relations, mais c'est moi qui faisais le travail. C'est moi qui restaurais les étagères de la bibliothèque historique pour le contrat de 3,6 millions de dollars que nous venions de décrocher. Dans ma famille, la compétence était synonyme d'invisibilité. Il existe un concept psychologique appelé « enfant de verre ». Généralement, il désigne le frère ou la sœur d'une personne malade ou handicapée, l'enfant en bonne santé qu'on ignore car il ne demande rien. Mais dans les familles d'entrepreneurs, il existe une variante, le bourreau de travail invisible. J'étais le pilier. Solide comme un roc, je soutenais la structure. Je ne craquais jamais. Je ne me plaignais jamais. Et je n'avais jamais besoin d'entretien, car j'étais indispensable. Je faisais partie intégrante de l'infrastructure, sans être remarqué ni remercié. Adrien, en revanche, était le lustre. Fragile, coûteux, c'était la première chose que mes parents montraient à leurs invités. Brillant, il nécessitait un entretien constant. Mes parents consacraient leur énergie à gérer son ego et à financer ses investissements ratés en crypto-monnaie, persuadés que je serais toujours là pour payer la facture. Ils m'ignoraient complètement, sachant que je ne bougerais pas. Ils ont pris ma fiabilité pour un manque d'ambition. La découverte de ce document a instantanément bouleversé notre relation. J'ai compris que garder ce secret pendant 3 ans n'était pas un hasard. C'était une stratégie. Ils savaient qu'Adrien était incapable de gérer l'atelier de menuiserie. Il n'y connaissait rien en outils. S'il m'avait dit la vérité il y a 3 ans, que l'entreprise lui appartenait et que je n'étais qu'un simple employé, je serais parti. Et si j'étais parti, les bénéfices auraient cessé. Alors ils m'ont laissé croire que je gagnais mon héritage. Ils m'ont laissé travailler 80 heures par semaine en me faisant croire que j'investissais dans mon avenir, alors qu'en réalité, je ne faisais que nourrir le fils prodige. J'ai contemplé l'atelier silencieux. J'ai vu les outils que j'avais achetés avec mon argent de poche, car mon père prétendait que le budget était serré. J'ai vu les prototypes que j'avais conçus tard le soir. J'ai vu la vie que j'avais bâtie sur des mensonges. Mon père disait toujours qu'une bonne menuiserie repose sur la tension et la pression. Mais il oubliait que si l'on applique une pression trop forte au mauvais endroit, le bois ne se plie pas. I'll casse. Et là, dans le silence de minuit, j'ai craqué. Je ne suis pas entré en trombe dans la chambre de mes parents. Je n'ai pas réveillé Adrien pour exiger des explications. Cela aurait été émouvant, et je n'avais plus envie de m'émouvoir. J'ai attendu 2 heures du matin, quand la maison était silencieuse. Puis je suis allé travailler. Je n'ai rien volé à aucun Iron. J'ai seulement pris ce qui m'appartenait. J'ai emballé mes ciseaux à bois Linelson, mes scies japonaises et les rabots sur mesure que j'avais achetés avec mes économies au cours des 10 dernières années. Ensuite, je suis allé à l'ordinateur du bureau. Je n'ai pas supprimé les données de l'entreprise. J'ai simplement supprimé le dossier intitulé « Création personnalisée de Halley ».
Tous les fichiers KO, tous les plans des restaurations victoriennes, tous les gabarits des menuiseries haut de gamme qui nous avaient permis d'attirer nos plus gros clients, je les ai supprimés du serveur et j'ai effacé les sauvegardes. Ce n'était pas la propriété de l'entreprise. C'était ma propriété intellectuelle, créée sur mon temps libre. Si Adrien était le propriétaire, il pouvait bien concevoir ses propres gabarits. J'ai posé la clé de mon atelier au milieu du bureau de mon père. À côté, j'ai laissé un post-it jaune avec 5 mots. Bon courage avec la sciure. Je suis sorti par la porte de derrière et je suis parti en voiture. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain matin, le silence fut rompu. Mon téléphone se mit à vibrer à 7h15. D'abord, un SMS de ma mère. Le client est arrivé tôt. Où es-tu? Puis un appel manqué de mon père. Puis 3 autres. À 8h30, les messages, d'abord agacés, étaient devenus frénétiques. Allez, réponds. On ne trouve pas les plans de la restauration de la bibliothèque. Allez, arrête de jouer. Je n'ai répondu à aucun. Assise dans un restaurant à la périphérie de la ville, je fixais ma tasse de café noir. Pour la première fois en 15 ans, mes mains étaient propres. Aucune poussière sous mes ongles. Mais, assise là, je ressentis une étrange douleur physique dans mes paumes et mes avant-bras. C'était la douleur fantôme d'un membre amputé. Mon corps était tellement habitué au rythme du travail, à la poussée du rabot, à la résistance du bois, que l'inactivité me semblait une véritable blessure. Mais alors que mon téléphone s'illuminait d'un nouvel appel désespéré d'Adrien, je compris que ma douleur ne venait pas de la perte de mon travail. C'était comme si on m'arrachait enfin un membre toxique. Ça faisait mal, mais au moins, j'étais parti. Pour comprendre pourquoi ma famille pensait pouvoir se passer de moi, il faut se souvenir d'un dîner, 6 mois plus tôt. C'était pour fêter la remise de diplôme d'Adrien, son master en administration des affaires. Assis en bout de table, un verre de vin rouge à la main, il me faisait la leçon sur l'inefficacité de mes méthodes. Il employait des termes comme mise à l'échelle, automatisation, un matériau composite. Il expliqua à mon père que l'avenir de la menuiserie ne résidait pas dans la restauration, mais dans la production de masse avec du bois importé, bon marché et des fraiseuses CNC automatisées. Il qualifia mon travail d'analogique et de désuet. Mes parents acquiesçaient, fascinés. Ils le regardaient avec une révérence qu'ils ne m'avaient jamais témoignée. Ce n'était pas du favoritisme. C'était un phénomène psychologique connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Comme mes parents ne maîtrisaient pas eux-mêmes la menuiserie de haute précision, ils ne géraient que l'aspect commercial. Ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour évaluer l'incompétence d'Adrienne. À leurs yeux, son assurance passait pour de l'expertise. Ils prenaient ses expressions à la mode pour de la stratégie. Ils pensaient que parce qu'ils savaient embellir un tableur, ils savaient cintrer le bois sans le casser. Ils croyaient sincèrement que le travail manuel était la partie facile et que la gestion était le vrai défi. Ils allaient bientôt apprendre une leçon très coûteuse. De retour au présent, le ton des messages sur mon téléphone a changé. Les demandes frénétiques de plans ont cessé, remplacées par le rythme familier de la manipulation. Ma mère m'a envoyé un long message « Tu fais du mal à la famille. C'est incroyablement égoïste. Ton père est stressé et ça lui fait du mal. » Puis Adrien a écrit « Arrête ton cinéma. On n'a pas besoin de tes petits outils. On change de fournisseur de toute façon. Envoie-moi juste les mots de passe de la base de données clients ou je te poursuis pour vol. » Je suis resté planté devant l'écran. Du vol? Il m'accusait de vol de propriété intellectuelle, une propriété qui vivait dans ma tête. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. J'ai bloqué leurs numéros un par un. Je ne me sentais pas coupable du stress de mon père. Le stress est une conséquence d'une mauvaise gestion, et il venait de nommer un responsable qui prenait le pain pour un bois dur. J'ai fini mon café, payé l'addition et suis sorti dans l'air froid du matin. J'étais sans emploi, sans domicile fixe professionnellement, et complètement seul. Mais je n'avais pas peur. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que le bois ne ment pas, et le marché non plus. Le silence a duré exactement 48 heures. Puis mon portable a sonné. Ce n'était pas ma famille. C'était Richard, l'architecte principal du projet de la Bibliothèque du patrimoine. C'était lui qui détenait les clés du contrat de 3,6 millions de dollars censé financer la nouvelle ère d'Adrienne. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. « Allez » a-t-il dit d'une voix sèche et froide. « Je suis dans l'atelier. Votre frère a essayé de m'expliquer pourquoi on devrait utiliser une teinture chimique sur du chêne bicentenaire au lieu de la finition traditionnelle à la cire d'abeille que vous aviez préconisée. Il a dit que c'était plus économique. » Je suis sorti.
J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. Je suis désolé, Richard. Je ne travaille plus là-bas. Je l'avais compris. Il répondit, je n'ai pas loué un bâtiment. Allez. Je n'ai pas loué un logo. Je vous ai embauché, vous. Vous êtes la seule dans cet état à savoir comment restaurer ces étagères sans les détruire. Si vous n'êtes pas là, le contrat est nul. Je n'ai pas d'atelier, Richard. Je n'ai pas la place pour un projet de cette envergure. Trouvez-en un, dit-il. Je vous verserai une avance sur les matériaux. Mais j'ai besoin de savoir tout de suite. Êtes-vous menuisier ou simple employé? C'était un défi. C'était une bouée de sauvetage. Je suis allé en voiture à la périphérie de la ville, devant une vieille grange mal isolée devant laquelle j'étais passé des milliers de fois. Le sol était en terre battue par endroits et le vent sifflait à travers le bardage, mais elle était sèche et vide. J'ai appelé le propriétaire et je l'ai loué sur le champ avec mes dernières économies. J'ai passé les 3 jours suivants à niveler le sol et à brancher un générateur. Il faisait un froid glacial. Mon souffle formait de la buée dans l'air tandis que j'installais mon établi. Mais lorsque j'ai fait cette première coupe dans un morceau de le bois frais, le son était différent. Ce n'était plus le bruit du travail, mais celui de la propriété. Monter une entreprise à partir de rien implique une montagne de paperasse sans aucun rapport avec le bois. Je passais mes soirées à remplir les formulaires d'assurance responsabilité civile, à immatriculer ma SARL et à m'assurer que mes contrats fournisseurs étaient irréprochables. Par précaution, j'ai demandé à une amie du lycée, qui travaille maintenant dans le droit immobilier commercial, de vérifier le titre de propriété de mon nouveau bail pour la grange. 2 jours plus tard, elle m'a appelé. Elle ne voulait pas parler de ma grange. Elle voulait parler de chêne et de fer. « Allez, dit-elle d'une voix grave, chuchotant comme on le fait pour annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai vérifié les conflits d'intérêts de ton ancien employeur pour m'assurer qu'il n'y avait pas de clause de non-concurrence sur le titre de propriété. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. » Je suis allé à son bureau, m'attendant à un problème de zonage ou à un permis oublié. Ce qu'elle a fait glisser sur le bureau, c'était un avis de saisie en préparation. Il s'est avéré que le transfert de propriété d'il y a 3 ans n'était pas le seul secret que ma famille m'avait caché. 6 mois auparavant, alors que je ponçais les parquets et gérais la trésorerie de l'atelier pour maintenir l'équilibre financier, Adrienne avait convaincu mes parents d'utiliser le bien commercial, le terrain, le bâtiment, l'héritage de mon grand-père comme garantie pour un prêt commercial colossal à taux d'intérêt exorbitant. Les documents prouvaient que les fonds avaient été virés à un fonds de croissance technologique que j'ai immédiatement reconnu grâce aux informations. Il s'agissait d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui s'était effondrée le mois précédent. L'argent avait disparu, volatilisé, mais la dette, elle, était toujours là. L'actif que mes parents pensaient protéger pour leur enfant chéri était en réalité une bombe à retardement. Oakend Iron était techniquement insolvable. Ils n'avaient pas seulement un nouveau propriétaire incompétent. Ils avaient un prêt hypothécaire qu'ils ne pouvaient plus rembourser sans les revenus des contrats que je venais de quitter. Assis dans ma voiture sur le parking, je fixais la photocopie du contrat de prêt. Un frisson glacial m'envahit, un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Si j'étais resté, si j'avais accepté leur offre généreuse de devenir gérant plus tard, j'aurais passé les 20 années suivantes à rembourser les dettes de jeu de mon frère. J'aurais été le moteur d'un navire qui coule, pelletant du charbon pendant qu'on nous menait droit sur un iceberg. Pour la première fois, la colère s'est complètement dissipée, remplacée par un soulagement profond et terrifiant. Je n'avais pas simplement quitté un emploi. J'avais échappé à un bâtiment en flammes quelques instants avant que le toit ne s'effondre. L'hiver s'était installé avec rigueur dans la vallée. Ma grange n'était pas encore bien isolée, alors je travaillais emmitouflé dans un épais manteau de laine, mon souffle formant une brume légère tandis que je façonnais les corniches de la bibliothèque de Richard. Le froid me maintenait alerte. Le silence me permettait de rester concentré. Puis l'inévitable se produisit. Le bruit d'une voiture crissant sur le gravier gelé de mon allée brisa le rythme. Je n'avais pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir qui c'était. Mon père, Samuel, se tenait sur le seuil de la grange. Il paraissait 10 ans de plus qu'il y a un mois. Ses épaules, d'ordinaire si droites, empreintes de la fierté d'un patriarche, étaient affaissées. Il ne me regarda pas. Son regard se posa sur mon établi, les arêtes de noyer impeccables, le grain parfaitement assorti. Il reconnaissait la qualité. C'était cette qualité qui, autrefois, lui permettait de payer ses factures. « Nous avons raté l'échéance pour le comte Johnson, dit-il d'une voix rauque.
La banque appelle tous les jours. Hayley, Adrian. Adrienne est débordée. Je continuais à raboter un morceau de noyer, les copeaux s'enroulant comme un ruban. Je suis désolé d'apprendre cela, dis-je d'une voix posée. Nous avons besoin de vous, dit-il en entrant complètement dans la pièce. Votre mère est folle d'inquiétude. Nous sommes prêts à faire un arrangement. Vous revenez comme gérante de l'atelier. Nous vous offrons 10% des parts. 10%? Allez, c'est généreux. J'arrêtai de travailler. Je posai le rabot. Je me tournai vers lui. Son audace était sidérante. Il me proposait 10% d'un terrain vague. Il voulait que je revienne et que je rembourse le prêt qui avait ruiné l'entreprise, tout en rendant des comptes aux frères qui avaient signé les papiers. Je sais pour le prêt, papa, dis-je. Il pâlit. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je sais qu'Adrienne a hypothéqué le terrain, poursuivis-je d'une voix calme. C'est un fait, implacable. Je sais que l'argent est parti. Je sais que la boutique ne vaut plus rien. On peut la sauver, supplia-t-il, la voix brisée par le désespoir. Avec tes mains, avec ta rapidité, on peut s'en sortir. C'est ton héritage, allez. À cet instant, je sentis la dernière suture de l'ablation chirurgicale. La culpabilité, l'obligation, le besoin désespéré de son approbation. Tout s'évanouit. Je compris que les sauver signifierait me détruire. Cela signifierait contaminer ma nouvelle vie avec leur idéologie. Je ne suis pas l'héritière, papa, dis-je en reprenant mon ciseau. Je ne l'ai jamais été, et je ne suis pas votre sauveur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis la concurrence et je suis en train de gagner. Il est resté là un long moment, un fantôme dans le cimetière qu'il a lui-même créé. Puis il s'est retourné et est sorti dans le froid. Je ne l'ai pas regardé partir. Je suis retourné au bois. 6 semaines plus tard, Oakend Iron Heritage Joinerie a été vendu aux enchères. Je n'y suis pas allé pour assister à la saisie. Je n'y suis pas allé pour me réjouir. J'y suis allé pour une seule raison. Je me tenais au fond de l'entrepôt froid et résonnant tandis que le commissaire-priseur vendait les 6 industriels, les systèmes d'aspiration des poussières et la flotte de camions de livraison. Des inconnus ont acheté l'infrastructure de mon enfance pour une bouchée de pain. J'ai vu mes parents debout près de la sortie, blottis dans leur manteau, se disputant à voix basse avec Adrien. Ils semblaient si petits. Ils ressemblaient à des gens qui avaient misé leur héritage sur un bourdonnement et qui avaient tout perdu. Quand le lot 42 est arrivé, j'ai levé ma palette. C'était un établi lourd et usé, en érable massif. Il était couvert de brûlures et d'entailles. Il n'avait plus grande valeur aux yeux de personne. Trop vieux, trop artisanal. Mais c'était l'établi que mon grand-père avait fabriqué de ses mains. C'est sur cet établi que j'avais appris à réaliser mon premier assemblage à queue d'aronde. Je l'ai acheté pour 300 $. J'ai fait livrer à ma grange le lendemain matin. Je suis sorti de la salle des ventes sans adresser la parole à ma famille. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. La conclusion ne résidait pas dans leurs paroles, mais dans mes actes. Aujourd'hui, ma grange n'est plus froide. J'y ai installé un chauffage radiant le mois dernier. J'ai maintenant une équipe, 3 apprentis, qui savent que la qualité de l'assemblage prime sur la rapidité d'exécution. Je leur enseigne ce que mon grand-père m'a appris. Respectez la matière, et elle vous soutiendra. L'établi trône au centre de l'atelier, un rappel constant que l'héritage ne se transmet pas. C'est quelque chose que l'on construit jour après jour, de ses propres mains. Je ne suis pas l'héritier d'un nom. Je suis l'héritier de la sueur et du silence d'un travail bien fait. Et pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je vaux. Si vous avez déjà dû vous éloigner pour trouver votre valeur, ou si vous êtes celui ou celle qui porte tout à bout de bras pendant que d'autres récoltent les lauriers, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul.